Lors des précédents podcasts, nous nous sommes baladés dans le cinéma allemand, américain, français, italien. Aujourd'hui, nous allons donc faire un saut dans une grande contrée de cinéma, le Japon. Et dans un continent de cinéma que nous n'avons pas encore exploré, le cinéma d'animation. Avant de parler du film en question, il me paraît important de prévenir que le cinéma d'animation n'est pas nécessairement adressé aux enfants. En termes de production, l'essentiel de l'animation est bien destiné aux programmes télé pour enfants, mais il y a des cinéastes qui font des films d'animation et des séries pour les adultes. Le film dont il est question dans cet épisode est uniquement à destination des adultes. Dans la deuxième moitié du film, il y a beaucoup d'images violentes, si bien que le film a été interdit aux moins de 18 ans dans certaines régions du monde. Ne le regardez pas en famille, sauf si vous voulez traumatiser les plus jeunes, bien sûr. Après ce petit avertissement, entrons dans ce film. Nous allons nous intéresser à un film d'animation de suspense psychologique ou thriller qui s'appelle Perfect Blue de Satoshi Kon, sorti en 1997. On peut parler de cinéma d'auteur dans le cinéma d'animation tout autant que dans le cinéma en prise de vue réelle. En France, par exemple, Michel Oslo, le réalisateur d'Azur et Asmar et de Kirikou, peut être considéré comme un auteur, et Satoshi Kon aussi, parce qu'il a une vraie vision singulière du cinéma, un style esthétique reconnaissable et des conditions de production qui sont très différentes des gros studios. Par exemple, Pixar fait des films qui coûtent 150 millions de dollars chacun et des milliers de personnes travaillent dessus, alors que Satoshi Kon, il a tout au plus 1 ou 2 millions à chaque film et une petite équipe. Malgré ça, la qualité de l'animation est assez exceptionnelle. Donc revenons un peu en arrière sur la vie et l'ensemble de l'œuvre de Satoshi Kon. Alors ce réalisateur est né en 63 au Japon. Comme beaucoup de réalisateurs de cinéma d'animation japonaise, il a commencé comme mangaka. Il devient co-scénariste d'un des plus grands noms de l'animation, Katsuhiro Otomo, qui a donné ses lettres de noblesse à ce pan du cinéma avec des films comme Akira ou Steam Boy. Après avoir participé à la réalisation de certains épisodes de l'anime JoJo Bizarre Adventure, Satoshi Kon crée ses propres œuvres. Perfect Blue est son premier film. Parmi les plus connus, on compte aussi Millennium Actress et Paprika, qui a fortement inspiré Inception de Christopher Nolan. Malheureusement, Satoshi Kon meurt très jeune, à 45 ans, d'un cancer du pancréas en 2010, et il nous aura laissé seulement 5 longs métrages. Ce qui est passionnant dans son œuvre, c'est le questionnement de la réalité. Ces films mettent souvent en avant un doute entre réalité et fiction grâce à la présence des rêves ou de la paranoïa. C'est là qu'utiliser l'animation s'avère ultra pertinent car elle n'a pas de limite en termes d'altération du réel. L'animation permet de créer des personnages qui changent de visage, des paysages flottants entre deux mondes. Et pour ce faire, Satoshi Kon cherche à reproduire fidèlement le réel avec un grand réalisme pour mieux le distordre. Et c'est ce qu'il fait dans ce film. Perfect Blue, c'est l'histoire de Mima, une jeune idole japonaise, dont reviendrons dans quelques instants sur ce phénomène au cas où il ne parlerait pas à tout le monde, pas d'inquiétude. Et Mima fait partie d'un groupe de musique féminin, mais poussée par un de ses agents, elle quitte son groupe pour devenir actrice. Or, jouant de sa naïveté, les producteurs d'une série télé la forcent à tourner des scènes de plus en plus dérangeantes pour briser son image un peu pure d'idole. Ce changement de carrière ne plaît pas à tous, Mima se sent traquée, ou du moins elle le pense, d'autant plus qu'autour d'elle les meurtres se multiplient. Mima finit par douter de la réalité même. Pour mieux comprendre Perfect Blue, il faut s'arrêter un instant sur le phénomène culturel des idoles japonaises. Ce sont des stars, très médiatisées dès l'adolescence, filles ou garçons. Ils sont chanteurs, animateurs télé, acteurs ou mannequins. Les idoles doivent renvoyer une image jeune, sympathique et surtout pure. Si jamais elles ont une relation amoureuse, le contrat est rompu. Les idoles sont donc très contrôlées par leurs producteurs qui façonnent une image et une personnalité à ces jeunes gens. Ça s'accompagne d'une sexualisation des idoles pour certains encore mineurs. Parfois, la fascination des fans conduit à une proximité assez malsaine et perverse qui a causé des agressions. Et Perfect Blue s'inscrit donc dans ce contexte singulier assez propice au drame psychologique, parce qu'en fait, les idoles sont parfois une façade pour cacher des phénomènes d'emprise et de harcèlement. Ça, c'est si on reste dans la sphère psychologique, mais ça a évidemment des conséquences physiques très dangereuses, comme le film le montre sans concession, notamment les agressions sexuelles et les tentatives de meurtre. Perfect Blue raconte cette descente aux enfers de Mima. Ce qui est glaçant, c'est que ce personnage est d'une naïveté assez confondante au début. On dirait qu'elle n'a pas de réelle personnalité. On comprend en fait que son image est entièrement construite par ses agents, ce qui donne cet aspect un peu plat du personnage à première vue. On peut aussi dresser d'autres reproches au film. Perfect Blue est un film inégal, mais son point fort, c'est que la partie la plus faible, entre guillemets, est au début. Donc on termine le film dans un état de sidération. En fait, au début du film, tout semble un peu gentillet entre le monde des idoles, leurs fans, un peu dérangé, mais ça va, les personnages assez stéréotypés. Mais ce qui est habile, c'est qu'en créant des personnages stéréotypés, le film provoque des renversements de situations marquantes
car on baisse notre garde en ne questionnant pas les personnages. Donc finalement, cette première partie un peu moins fine permet de rendre la seconde vraiment plus intense. La noirceur du film à venir est suggérée dès le début, mais un basculement majeur, que je ne vais pas dévoiler, nous fait entrer dans une deuxième moitié beaucoup plus intéressante. Mima doute de la réalité, sa paranoïa s'accompagne d'un possible dédoublement de la personnalité, les personnages apparaissent de plus en plus étranges autour d'elle. Le film marque ce basculement grâce à deux moyens techniques, le montage et l'animation elle-même, si on peut dire. Tout d'abord, Perfect Blue est construit grâce à un habile travail sur le montage alterné. Le montage alterné, c'est un découpage qui présente plusieurs séquences fragmentées pour qu'on les suive en même temps. Par exemple, dans les films de suspense pur et dur, le montage alterné permet de lier deux événements qui se déroulent en même temps pour créer une tension. Typiquement, des plans sur une bombe avec le second qui défile et des plans sur un groupe de personnages à proximité pour que le spectateur anticipe l'explosion de la bombe et ait peur pour les héros. Ça, c'est l'utilisation la plus courante du montage alterné, la fonction dramatique, on pourrait dire. Pratiquement tous les films d'action l'utilisent depuis Hitchcock et puis en fait même depuis Griffith, depuis les débuts du cinéma. Dans Perfect Blue, le montage alterné a plutôt une fonction symbolique. En fait, on a des plans sur Mima qui chante, heureuse avec son groupe, et des plans sur elle seule dans son appartement, et vice-versa. Ce procédé permet de suggérer la nostalgie du personnage sur son passé de star, ainsi que sa solitude. De plus, en présentant successivement une Mima joyeuse et une Mima plus mélancolique, le montage alterné suggère une première dissociation du personnage. Donc en fait, dès les premières séquences, on a le motif du double qui sera central dans le film. D'autre part, l'animation cultive ce doute sur le réel, car le dessin permet d'être tour à tour réaliste, puis complètement fantastique et irréel. On peut saluer le travail de précision qu'a fait l'équipe de Satoshi Kon pour rendre ce mélange de fiction et de réalité très fluide au sein d'un même plan. La rapidité du montage, avec des séquences très brèves et un montage parfois épileptique, tout ça sert complètement l'histoire du film et s'appuie sur un travail d'animation extrêmement précis, rigoureux et surtout très original. Le début du film nous plonge dans un univers plutôt réaliste et c'est un vrai bonheur de voir nos attentes complètement déjouées dans la deuxième partie du film. Pour conclure, Perfect Blue est un film très impressionnant, à éviter si vous êtes sensible aux scènes gore ou aux scènes d'agression. A noter que Darren Aronofsky s'est inspiré de ce film pour le traumatisant Requiem for a Dream, qui reprend même certains plans mais en prise de vue réelle cette fois-ci. Et pour finir, je trouve ça assez étonnant que Perfect Blue n'ait pas trouvé un regain de popularité à l'ère de MeToo, alors que dès les années 90, Satoshi Kon expose avec une grande sensibilité un point de vue féminin sur la question du consentement au cinéma. Avec les multiplications des témoignages d'agression, c'est assez glaçant de voir que ce film, qui, malgré un parti pris fantastique et onirique, reste totalement pertinent sur cette question. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura donné envie de vous plonger dans le cinéma d'animation pour ceux qui n'y sont pas habitués, car contrairement à ce qu'on croit parfois, le cinéma d'animation produit autant de chefs-d'œuvre pour les adultes que le cinéma en prise de vue réelle, avec des limites et peut-être même plus des avantages qui lui sont propres et qui sont toujours fascinants à découvrir. Merci à tous pour votre écoute et on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode.